Ok, coucou à tous, on se retrouve pour un format un peu différent d'habitude. Déjà, j'ai changé de fond, j'essaye des nouvelles choses pour vous surprendre et vous régaler toujours plus en fait. Alors, par où commencer? Quand je me suis posé les questions par rapport à la chaîne YouTube, je me suis dit quel type de vidéo j'ai envie de faire, quel type de contenu j'ai envie de faire, quel genre de critique j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire globalement sur cette nouvelle plateforme que je connais pas tant que ça. Et je me suis dit que si j'allais parler de livres, à proprement parler, genre vraiment d'un livre spécifique ou d'une saga en particulier, bah, j'aimerais que ça soit une saga qui m'a fait quelque chose, une saga qui m'a tourmenté, une saga qui m'a fait vibrer, une saga qui m'a fait voyager. En fait, je voulais vraiment que s'il y a une vidéo dédiée à un livre ou une saga, j'ai vraiment quelque chose à apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est le cas avec la trilogie des Majesties de Delinda Dane. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette saga parce qu'elle m'a vraiment apporté des choses dans la vie et je suis très premier degré. Déjà, je vais vous parler un petit peu de quoi ça raconte, on va reprendre un peu tout et je vais donner mon avis très sincère sur chacun des tomes. La saga des Majesties, il faut savoir que c'est une saga avec un fil conducteur. Je pense que beaucoup vont dire que les tomes sont indépendants. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut lire dans l'ordre. Parce que je pense qu'on, si on lit pas dans l'ordre, on se retire un plaisir, on se retire des informations. Alors, c'est possible, bien entendu, mais je pense que si on veut adhérer à 100% à la saga, il faudrait la lire dans l'ordre, il faudrait les lire tous. Déjà, le point commun entre tous ces tomes de cette saga, c'est la notion de mariage. Et moi, il faut savoir que j'arrive à un point où j'ai 25 ans, je deviens vieux. Les gens font leur lacet dans la rue, je crois qu'ils me demandent en mariage. En fait, je n'en peux plus. Il est grand temps que je me marie également, et cette saga ne m'a absolument pas aidé dans cette démarche dans ma vie à moi. Mais en tout cas, le point commun dans ces trois tomes, c'est le mariage. Donc, beaucoup diront que le tome 1, le tome 2, c'est un mariage arrangé. Beaucoup diront que toute la saga, c'est du mariage arrangé. Mais, à mes yeux, le tome 3, on n'est pas dans du mariage arrangé. En tout cas, pas à proprement parler, mais ça, on va pouvoir le voir plus intensément quand je vais parler du 3. On suit un groupe d'amis. Un groupe de 4 amis qui sont tous princes ou princesses, descendants de royauté, du sang que les moustiques adoreraient pomper, j'imagine. Donc on suit ces 4 personnes-là qui se sont retrouvées ensemble, je crois, au lycée ou quelque chose comme ça, et qui sont devenues très proches. Le groupe de 4 amis se compose de Damian, Callum, Astoria et Ismaël. Donc dans le tome 1, on retrouve Damian Hawthorne, il me semble. Hawthorne. C'est un délire comme ça. De toute façon, je suis pas américain, moi. Je suis pas américain, je suis pas anglais. On retrouve Damian. Damian, c'est l'héritier du Royaume-Uni. C'est le prince d'Angleterre, en fait. C'est ça, hein. C'est à Londres. C'est en Angleterre, à Londres. Damian, il fait les tabloïds. Pour faire simple, Damian est parti en Asie du Sud, il me semble, faire la guerre. Mais en fait, est-ce que j'ai lu ce livre? Parce que vu comment j'en parle, ça a l'air d'être une catastrophe, en fait. Oui, il est parti en zone de guerre en Asie du Sud où il a vécu globalement l'enfer. Moi, je n'aurais jamais à vivre ça. Dieu merci qu'on ait retiré le service militaire. Je n'aurais pas tenu 5 minutes. Mais le problème n'est pas là, et Dieu merci. Mais ce que je veux dire, c'est que donc du coup, Damian a vécu l'enfer dans des zones de guerre. Il a vu des choses que aucun humain ne voudrait voir et c'est très compliqué pour lui. Depuis, il va mal. Globalement, on va être transparent, il va super mal. Il s'auto-sabote, il s'auto-inflige des choses qu'il ne mérite pas. Il va mal avec lui-même, la vie elle est compliquée et franchement c'est un personnage qui est touchant, mais dans ça, en fait il est touchant dans son authenticité, mais il est touchant dans sa dureté. En fait, il y a des moments où tu le détestes, il y a des moments où tu l'adores, mais on le comprend. Et moi c'est ça qui m'a marqué, parce que t'es en mode, t'as envie de le comprendre, t'as envie de savoir ce qu'il y a derrière, et c'est pas juste un connard pour être un connard, ou un gentil pour être un gentil. C'est une personne qui souffre, c'est une personne qui a besoin qu'on l'aide, mais qui ne sait pas le faire, et c'est magnifique. Bref, donc, après ces histoires en zone de guerre, c'est une catastrophe pour lui, le retour à la réalité, le retour à Londres avec les tabloïds et tout. Il enchaîne les scandales, il enchaîne les catastrophes. Sa mère, elle va dire, allez mon grand, on arrête les bêtises, on va te marier maintenant. Lui, il est en mode, comment ça? Comment ça, on va me marier? Donc, il va dire à sa mère, oui, 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 vas-y, t'inquiète. Sa mère va retourner tous les gens, elle va trouver une jeune femme du peuple, bien malléable, bien gentille, bien parfaite pour être la femme soumise du roi, nanana. Sauf que lui, il va dire c'est hors de question. Il va saboter tous les plans et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va marier la sœur de la jeune femme qui a été sélectionnée. Il va marier du coup Esme Saint John, qui est une fille du peuple. Et Esme Saint John, elle travaille dans un espace qui est fait pour aider les plus pauvres, les plus opprimés. Il y a beaucoup de sans-abri. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui est humaine et quelqu'un qui a envie d'améliorer les choses. Et elle déteste tout ce que ce Damien représente en fait. Et ça, c'est compliqué. Du coup, on va suivre cette dualité entre elle, qui est la fille du peuple, qui va garder ses valeurs, ses principes, son humour. Elle va rester qui elle va garder ce cœur. Moi, j'ai idolâtré cette meuf, je l'ai trouvée tellement entière, tellement belle.
je l'ai trouvé super. Et lui va apprendre à vivre autrement, va apprendre à aimer autrement, va apprendre à être considéré pour la personne qu'il est au-delà de son titre et quoi que ce soit. Franchement, c'était vraiment un voyage. Mad Majesty, moi j'ai commencé du coup très récemment, plus d'un an et demi après sa sortie, à le lire. Et j'étais en mode, j'arrive après la guerre, j'avais entendu que souvent les gens préféraient le deuxième tome, donc j'étais en mode, j'arrivais avec des a priori, et c'est pas bien d'arriver comme ça, et au final ça a été une superbe surprise. On va parler un petit peu des personnages secondaires de Mad Majesty, parce qu'ils ont une place vraiment essentielle et très importante. On va parler d'Ophélia, la sœur d'Esmé, qui du coup était la promise initiale, et en fait cette jeune femme m'a fait passer par de nombreuses émotions. Parce que j'ai d'abord été en mode, c'est une connasse. Genre c'est une connasse, je me suis dit, allez, sur le trottoir, la fashion, parle pas avec moi, ne me parle plus de tout le texte. Tu veux plus parler à ta sœur, tu lui en veux alors qu'elle a rien demandé dans cette histoire. Eh ben, va là-bas, ok? Pardon, j'étais un petit peu à fleur de peau. Donc, du coup, elle m'a vraiment mise en colère. Mais elle a eu cette forme de rebranding et c'est pour ça que je me demande si elle mériterait pas un spin-off pour qu'on la voit penser à elle en tant que femme, en tant que jeune femme qui n'est pas censée être l'objet de quelqu'un, pas censée être malléable pour quiconque en fait. J'ai envie de la voir penser à elle, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait très intéressant. Ensuite, Matthew. Alors, je vais faire des spoils. Je vous écrirai en dessous combien de temps vous devez boucher vos oreilles si vous n'avez pas lu ou que vous comptez découvrir la saga. Mais pour ceux qui sont restés, on parle de Matthew 5 minutes. Matthew, quand il est mort, j'ai failli me défenestrer. Voilà, je vous le dis. Non, Matthew était un personnage tellement beau. Et j'ai aimé parce qu'en fait, ce que j'ai aimé dans ce tome-là, on a eu Matthew avec la leucémie. Et en fait, moi, vous le savez, je suis étudiant en médecine. Et très souvent, ça m'énerve. Très souvent, c'est mal fait, on va en faire trop, on veut du spectaculaire et je trouve que c'est pas spécialement le but. Et là, j'ai aimé parce que Delinda, elle est restée simple. Elle a été ni trop loin pour qu'on puisse l'attaquer si on a des connaissances sur le sujet, ni trop superficielle pour que ça soit pas important comme ça devrait l'être. Donc moi, je suis très content de comment ça a été fait. J'ai été abattu par la mort de Matthew et on le verra plus tard à quel point elle est importante au final pour la suite. Maintenant, pour parler du second tome. C'est mon coup de cœur de la saga. Je viens de finir Dark Majesty, le tome 3 d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, on en reparle dans quelques minutes, mais le tome 2 pour moi est le meilleur et le plus complet de cette saga. Déjà, on est sur un Enemies to Lovers. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'Enemies to Lovers parce qu'ils faisaient vraiment partie du même groupe d'amis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est pointilleux et casse-couille au point d'aller dire c'est pas un Enemies to Lovers? Non, ce n'est pas le principe, ce n'est pas le but, on s'en fiche. Si les gens ont envie de le vendre comme ça, qu'ils le fassent. Je m'en fiche. Moi, j'ai envie de catégoriser ça de on s'insupporte to lovers, mais au final, quand on voit leur histoire, on voit bien que ça fait des années qu'ils sont quand même une encre l'un pour l'autre dans plein d'aspects de leur vie. Donc moi, j'ai trouvé ça très important. Maintenant, donc dans le tome 2, on retrouve Callum, donc prince de Suède, et Astoria, princesse du Liechtenstein, donc déjà des pays assez atypiques. Moi, je connais rien du tout de la culture de la Suède ou de la culture du Liechtenstein. En fait, moi, j'ai un problème avec ce tome, comme je vous dis, c'est mon coup de cœur, mais mon problème, c'est que quand je fais une revue, quand je critique un livre, quand je fais mes revues sur les réseaux sociaux, j'aime apporter quelque chose. J'aime dire, voilà, moi, j'aurais aimé plus de ça. Moi, j'ai pas compris ce moment-là, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, blablabla. Là, je n'ai rien de mal à dire. Et je suis honnête avec vous, pour moi, c'est peut-être l'une des romances de cette année. Parce que tout y était. Pendant 200, 250 pages, on a vraiment le contexte, on a cette dualité dans les sentiments, le fait qu'ils doivent s'aider, mais ils ne s'aiment pas, ils s'insupportent, blablabla. On est sur du slow burn de fou. Il lui court après. Il est obsédé par elle. Quand je vous dis qu'il est obsédé par elle, je n'ai jamais vu un mec beg autant pour l'attention d'une femme. J'ai adoré. Vraiment, il fall first, il fall harder, il fall tout court. Il s'est fait les croiser, le pauvre monsieur. C'était super. Victoria m'a vraiment ému parce que elle, sa problématique, c'est qu'elle ne ressent rien. Elle ne ressent pas, en fait, l'amour. Elle n'a jamais ressenti de sentiment pour quelqu'un et tout. Et quand Callum va venir lui proposer de devenir son mari, parce qu'on en reparle dans 30 secondes, elle va être en mode je ne peux pas te faire ça, même si on se déteste, même si voilà on n'est pas forcément compatible, j'ai de l'estime pour toi, j'ai du respect pour toi et je ne peux pas me permettre de te faire passer une vie avec quelqu'un qui ne pourra pas t'apporter ça. Et ça m'a énormément touché. C'était magnifique. Mais du coup, pour revenir, Astoria doit être promise parce que le Liechtenstein est en train de périr en fait. Et on a besoin d'alliés puissants. Et du coup, ses parents globalement vont lui présenter un mec qui s'appelle Anton. D'ailleurs, Delinda, j'ai eu la rage contre toi. Comment ça, Anton? Je m'appelle Antoine. Je t'évoque quoi? Je t'évoque ce genre de clochard? Chez les fous, quoi. Bref, on en reparlera en privé. Mais ce que je veux dire, c'est... Anton, c'est vraiment détestable au plus haut point. Mais c'est un homme... Oh mon Dieu, tout ce qu'il a fait dans le livre, il y a... C'était chaud quand j'avais tellement de mal pour Astoria. Elle a essayé de trouver et tout, elle trouvait pas, ses parents étaient sur son dos, elle était mal et tout. Et c'est là que Callum, en tant que pro-chevalier, est venu proposer son aide pour la sauver.
Et ça, moi, j'ai adoré. Callum, lui, il a très mal vécu le divorce de ses parents. Son père est actuellement en couple et vient d'engrosser son ex à Callum. Donc on est en mode, tout est normal dans cette famille, bien entendu. Mais le truc, c'est qu'il m'a touché. Il suit des séances de psy. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui n'est pas représenté en romance, surtout du point des hommes. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, oui, la santé mentale est importante. Aujourd'hui, dans le monde, il me semble que le suicide chez les hommes a un taux extrêmement important. J'essaierai de retrouver exactement les chiffres, mais c'est vraiment dérisoire, c'est effrayant, c'est un problème de santé publique. Et moi, ça me touche que Delinda ait décidé d'en parler, de mettre à nu le personnage comme ça. En plus de ça, Callum a une capacité, lui également, c'est de retenir absolument tout. Il a une mémoire hors norme, et du coup, il revit sans cesse ce genre d'événement, ce genre de catastrophe. Donc il me touche beaucoup. Donc voilà, moi j'ai adoré le fait qu'il la pourchasse pendant des chapitres et des chapitres, des pages et des pages, c'était magnifique. Il était tellement amoureux d'elle. Il a appris la langue des signes pour communiquer avec le petit frère d'Astoria. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se marier avec un homme comme ça. Donc voilà, exceptionnel. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Il y en a beaucoup qui vont dire que oui, ça va un petit peu vite, c'est un petit peu facile à la fin et tout. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est normal. Parce qu'ils ont juste tous les deux accepté de baisser les armes. Ils ont tous les deux accepté que ça allait être comme ça et qu'il fallait être des alliés dans cette aventure. Et leur relation, pour moi, elle est sensationnelle et elle est magnifique. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cet homme-là. Pour moi, c'est une réussite. Pour moi, Delinda a fait un coup de maître avec cet homme-là et c'était sensationnel, quoi. Je sais pas si je l'ai montré. C'est celui-ci. Le tome 3, Dark Majesty, je vous le montre bien. Dark Majesty de Delinda Dane, donc le dernier tome qui clôture cette saga, qui nous fait dire au revoir à tout le monde, et ça me fait vraiment, vraiment chier, parce que j'ai adoré, et je pense que cette saga va me marquer pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le tome 3? Sur le tome 3, faut savoir que là, je suis à chaud, mais je suis plus mitigé, quand même. J'ai adoré. Je vais pas vous le cacher, hein, j'ai adoré, je pense que c'est 4 ou 5 étoiles, je réfléchis encore, mais je vais vous expliquer tout. Donc on retrouve Ismaël. Ismaël, c'est l'héritier de l'un des émirats les plus influents du Moyen-Orient. Donc on va dire que c'est vraiment quelqu'un, ce monsieur. Et c'est vraiment quelqu'un même dans la description, hein. Il est impressionnant, c'est un homme, c'est un vrai Ragel, comme on dit. Pardon. Je peux pas. Mais du coup, Ismaël m'a posé problème à plein de moments. Déjà, Ismaël, sa protagoniste. Donc, déjà, la protagoniste de cette histoire-là, ça va être personne d'autre que la sœur de Damian du tome 1, donc Éléonore, et qui a été. Attention, spoiler pour ceux qui. C'est la suite du spoiler du tome 1 de tout à l'heure. Donc, on rebouche les oreilles et je réécris. Donc, Éléonore, c'est la sœur de Matthew, qui est décédée dans le tome 1, donc c'était sa sœur jumelle en plus. Donc, compliqué. Compliqué parce que tu fais face à la notion de deuil, tu fais face à la notion de deuil quand c'est ton jumeau, ta moitié. On parle souvent du lien entre les jumeaux, et là on l'a ressenti dans celui-ci. T'as l'impression qu'elle avait toute sa peine également, en fait, tu vois. Vous pouvez déboucher vos oreilles. Donc du coup, on retrouve Éléonore et Ismaël, et c'est vrai que leur relation. Je vais m'expliquer. Éléonore, elle fait ses études dans l'émirat dans l'émirat dans lequel Ismaël est l'héritier. Et donc, du coup, ils sont amenés à être très proches. Ismaël a voué une promesse à son ami Damian, son meilleur ami Damian, Damian, le frère de Éléonore, en lui disant qu'il protégerait sa sœur coûte que coûte et qu'il serait toujours là pour elle. Ça a créé entre eux une relation de proximité forcée. Ça a créé un lien qui est indescriptible, mais ça a créé une interdiction également. Ça a créé une absence de liberté. Il la veut, elle le veut, mais ils n'ont pas le droit. Elle est amoureuse de lui depuis qu'elle a 8 ans, je crois, ou 12 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. On sent ce lien, on sent ce fil d'Ariane entre eux, on sent ce truc qui existe et ils se comprennent. Mais moi, ce tome, il m'a posé problème déjà parce que je serais devenue folle, en fait. Je serais devenue folle à la place d'Éléonore parce que lui est promis à quelqu'un d'autre, lui est l'héritier, elle est là un petit peu en tant qu'invitée, malheureusement, dans ce royaume-là, dans cette vie-là, dans cette habitude-là. Donc, tu es là en mode, c'est compliqué. Elle adore ses sœurs, c'est sa seconde famille, elle s'y sent bien, mais elle ne pourra pas être 100% ce qu'elle veut être comme ça doit l'être, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait mal, ça, je trouve ça triste. Et en fait, je trouve qu'il lui faisait beaucoup de faux espoirs, en fait. Parce que quand on lit ses chapitres à lui, on voit qu'il a cette même dualité, cette même tension, qu'elle l'intéresse, elle l'obsède, etc.
Mais il est conscient qu'il ne peut pas, en fait, à cet instant-là. Et moi, ça me saoule parce qu'il allait tout le temps la chercher, il allait tout le temps tout. Et j'étais en mode, mais je serais devenu dingue de savoir que ce mec-là est promis à quelqu'un d'autre et qu'il fasse tout ça. Mais j'aurais jamais pu tanker, je serais actuellement en hôpital psychiatrique. Voilà, je vous le dis, je serais enfermé en hôpital psychiatrique. Donc, c'était ça au début qui m'a un petit peu dérangé. Ensuite, je suis complètement tombé dedans. J'ai été complètement amoureux de leurs échanges, de leurs relations, etc. Mais là où j'ai eu plus de problèmes, c'est sur la time-lapse. Timeline, time-lapse, je sais pas ce qu'on dit, vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, il y avait beaucoup de sauts dans le temps, de quelques semaines, quelques mois, on change de truc parce qu'elle revient à Londres, elle retourne là-haut, lui va là, va ci, va là. Et en fait, le truc, c'est que ça fait beaucoup de moments d'interruption. Et moi, ça m'a un petit peu bloqué et un petit peu ralenti parce que je n'arrivais pas à être dans une immersion totale de leur relation avec autant d'espace et autant de pauses. Je peux comprendre que pour eux, ça ne change rien parce qu'ils s'aiment depuis toujours. Malheureusement, moi, je ne ressens pas ces sentiments-là. Donc, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là et c'est ce qui me fait hésiter entre mettre 4 ou 5, mais ça ne m'a pas enlevé la beauté de tout. Ensuite, j'ai adoré les échanges par mail. Je ne vais pas citer quelle est la nature de ces échanges par mail. Je ne vais pas, parce que ça risquerait de spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu et tout. Mais sachez que je pense que j'ai rarement autant pleuré que en lisant les échanges des emails que j'ai lus. C'était une excellente façon de montrer ce que l'autrice voulait montrer à ce moment-là. C'était pour moi un jeu de maître. C'était écrit parce que les emails se suivent à des moments de vie très différents. C'était écrit parfaitement en fait. Honnêtement, c'était écrit parfaitement. Et je vais juste vous lire parce qu'ils étaient tout le temps signés à la fin de quelque chose qui m'a retourné le ventre, hein, très clairement. J'avais envie de mourir, hein, je vais vous le dire. À chaque fois, c'était toujours ça. Tu me manques aussi, toujours, écris-moi même juste une virgule. En fait, j'ai tellement chialé. Je vous jure, j'étais dans le train. Moi, je suis un gars, je chiale pas dans le train, en fait. Je chiale pas, il y a des gens à côté, j'ai honte. Eh ben non, j'ai chialé dans le train. Comme une pétasse. Comme une merde. J'ai tellement pleuré, c'était horrible. Mais donc, du coup, franchement, c'était très bien. C'était quand même très bien, mais voilà, comme je vous dis, le laps de temps entre les différentes scènes m'a un peu refroidi. J'avoue que la fin, c'est voulu un petit peu spectaculaire, c'est voulu un petit peu en mode il fallait du drama, il fallait du truc. Moi, ça me convient de moins en moins en romance, ces trucs de on veut du spectaculaire pour clôturer, mais je peux l'entendre et ça m'a pas du tout dérangé. Pour autant, j'ai passé un excellent moment. Je l'ai quand même dévoré. Delinda, pour moi, elle a signé encore une masterclass et je tiens à dire merci à Delinda parce que je suis personnellement honoré, mais quand je vous dis honoré, d'avoir pu en apprendre plus sur une culture avec laquelle je ne suis pas initialement familier et que pour autant, je me suis senti bien en le lisant, j'ai tout compris, j'ai voulu en apprendre encore plus, davantage. J'ai trouvé que je pense que les gens concernés par toute cette culture, par toutes ces habitudes, par toutes ces façons de penser et de faire vont se sentir hyper bien représentés et ça, je trouve ça hyper important. J'ai été aussi content de le voir ce type de représentation dans la romance, mais je suis désolé parce qu'un prince oriental musulman en romance, moi je n'en avais jamais vu. Moi je n'en avais jamais vu. Et je suis content et je suis sûr que ça va faire rêver encore plus d'autres filles, encore plus d'autres femmes. Parce que c'est un type d'homme, hein, il fait rêver ce monsieur, hein, je suis désolé. Donc moi je suis trop content. Je suis trop content de ça. Je dis vraiment merci et bravo à Delinda. J'espère que le livre sera reçu parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Du coup, il sort demain. Et du coup, parce que là, je tourne la vidéo, on est le 18 novembre. Mais le livre sort demain et du coup, j'espère qu'il sera bien reçu et bien perçu par les personnes concernées ou moins concernées parce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être lue. Et pour moi, elle est essentielle, sincèrement. Donc maintenant, j'aimerais vraiment prendre un temps pour parler des trois en global. Si j'ai choisi de faire une vidéo complète sur YouTube pour les trois, c'est que vraiment à mes yeux, on est sur de la haute voltige. Je suis vraiment fier parce que je sais que Delinda, elle est dans le game depuis longtemps. Et je pense que c'est pas facile parce que quand tu es là depuis un moment, que tu as écrit des choses, que tu as vécu différentes histoires, de constamment se réinventer, de constamment aller plus loin, d'aller rechercher le lectorat et tout, ça doit être une vraie aventure. Et avec ça, elle a vraiment réussi son pari. Et moi, je suis vraiment émerveillé par ce que j'ai lu. Pour moi, c'est une saga de romance pour laquelle il faut absolument pas passer à côté. Il y a tout type de personnages, il y a tout type de culture, on apprend des choses, il y a des leçons de vie, on rigole, on pleure, on voyage. Je sais pas ce qu'on pourrait demander de plus, très sincèrement. Moi, je suis ravi d'avoir pu vivre cette expérience-là et je me sens honoré très sincèrement. Donc, merci Delinda à toi pour tout ça.
Et merci aux éditions Hugo New Romance de lui avoir fait confiance. Merci aux éditions Hugo New Romance tout court d'ailleurs, parce que je les adore. Mais, euh, mais voilà, c'était superbe et merci beaucoup. On s'arrête là.